Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est une souffrance dont on a conscience depuis peu et qui touche de plus en plus de gens. Ce mal-là, c'est celui qui submerge celles et ceux qui observent de très près les changements climatiques et les dégradations environnementales. Alors comment faire pour ne pas déprimer face aux mauvaises nouvelles de la planète? Regardez ce reportage de Muriel Landry et on en parle juste après. Je cueille du lierre pour faire ma lessive maison. Il y a des substances qui sont nettoyantes et désinfectantes. Comme ça m'évite d'acheter des produits où il y a plein de choses, on ne sait pas trop quoi dedans, les chimiques et tout, et puis c'est plus respectueux de la planète. Quand on regarde la nature, quand on est dans un environnement comme ça, on se dit voilà, la nature est résiliente et il y a quand même du potentiel, mais quand on regarde les faits, ça fait peur. Quand on regarde les chiffres du GIEC, quand on lit ce que disent les experts, pour moi, ça me fait vraiment peur. En septembre 2018, je suis allée à une conférence sur la collapsologie. Là, le conférencier, pendant 1h30, 2 heures, il a décrit en long et en large comment notre système allait s'effondrer, qu'on n'aurait plus les ressources pour continuer de vivre comme on vit, et qu'il y aurait des famines, des catastrophes naturelles, plus d'accès à l'eau, plein d'inégalités sociales, et ça m'a complètement chamboulée. Moi, je me suis toujours dit, en fait, oui, mais on a le temps, et puis la technologie nous sauvera, et tout. Et en fait, les solutions que j'avais toujours eues en tête, il y a tout qui s'est effondré. Quand je suis revenue chez moi, j'étais vraiment dans un état anxieux, très très grand. J'arrivais pas à me calmer, j'ai beaucoup pleuré. Je voyais plus de sens aux choses. Justement, chaque geste que je faisais, je me disais, oulala, mais ça a un impact énorme sur la planète. Et puis... tous mes souvenirs aussi, toutes les fois où j'ai pris l'avion et tout, je me disais, ah, mais ouais, si j'aurais pu effacer ça, je le ferais, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment ma vie avant cette conférence et ma vie après. La solastalgie, c'est des émotions liées à la destruction de son environnement proche, qui est un peu de l'ordre du deuil, de la perte d'un objet. Et puis c'est vraiment des réactions de stress, de désespoir et puis aussi d'impuissance en fait, de sentiments qu'on ne peut pas agir sur ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est orienté vraiment vers le passé. C'est une prise de conscience, on se rend compte que ça ne peut plus continuer comme ça et qu'on va vraiment à la catastrophe. Et là, c'est vrai que c'est un moment qui n'est pas facile à vivre. J'aime bien parler de souffrance et dilemme éco-psycho-existentiel. Alors c'est un terme un peu long, mais c'est à la fois une souffrance, mais ça peut être aussi... Enfin, c'est pas de l'ordre de la maladie mentale, hein, donc il y a quelque chose d'existentiel dans le rapport qu'on a au monde, à la nature, qui est remis en question. Tu nous dis aussi un peu ce qu'on doit faire. On est déjà dans le désastre écologique et dans la catastrophe écologique la plus complète. On nous le dit depuis 50 ans, la situation est terrible. On aurait dû amorcer une transition, on n'y est pas du tout, au contraire. Tous les indicateurs et tous les chiffres nous indiquent qu'on va au pire. Pour vivre en accord avec sa conscience et ses principes, c'est normal de s'alléger, de réduire notre empreinte écologique, notamment sur les déchets. On refuse absolument tout, hein, ne serait-ce qu'un sac papier. C'est une manière d'améliorer l'état du monde? Non, certainement pas. C'est juste une manière de minimiser les dégâts. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du bien à la planète, on ne lui fait juste pas du mal. On lui fait moins de mal, on va dire. Les gens pensent que c'est encore envisageable de continuer à vivre comme ça, que le monde est infini. Et c'est vraiment ce que nous imposent nos sociétés. L'idée et la croyance qu'on peut croître sans cesse dans un monde fini. L'espoir, je crois que je l'ai un peu abandonné.
J'ai réalisé qu'on s'en sortira pas et tout, et c'est ça qui est le plus difficile. On est vraiment très impuissant face à ça. Les deux réactions fondamentales qu'on peut avoir, c'est un, de la tristesse, et deux, de la colère. Vraiment de la rage de plus en plus. On en veut vraiment, même aux autres, de ne pas réaliser, de ne pas changer. Vraiment, quand j'accuse et que je dis qu'on est tous responsables et coupables, je le suis aussi à mon échelle, à plein de niveaux. Je sais pas si c'est du deuil, mais c'est vraiment une tristesse profonde de savoir que dans quelques années, il y aura peut-être plus des choses qu'on a aimées depuis tout petit, comme des hérissons. Ça, c'est sûr et certain qu'ils sont en train de disparaître. Voilà, la tristesse, ouais, c'est surtout ça. Je sais pas si c'est un deuil, voilà. Effectivement, les choses sont en train de mourir, donc c'est un deuil, oui, en quelque sorte. C'est déjà mes rêves qui ont changé. Je pensais avoir plusieurs enfants, en tout cas. J'aurais bien aimé avoir un petit bus VV, par exemple, pour pouvoir partir en vacances très facilement, partir en week-end. Je m'étais dit, pourquoi pas peut-être avoir une femme à maison, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai dû remettre tous ces rêves en question, aussi le fait de voyager, en me disant, non mais ça, c'est plus possible si je veux avoir un avenir. Et si je veux qu'il y ait de l'avenir pour les générations futures, il faut vraiment maintenant arrêter ça. Et quand je fais maintenant quelque chose, je sens que ça pollue un peu plus, je me sens mal. Il y en a qui font le choix en se disant il y a déjà trop de pollution sur la planète, avoir un enfant ça pollue, donc je veux pas d'enfant. Mais moi c'est pas ça. Moi c'est que si j'ai un enfant, j'ai la responsabilité et je veux qu'il vive dans un monde où il soit bien, où il soit heureux. Et en fait, vu la situation actuelle, je sais pas si ce sera possible. Donc j'ai pas envie d'avoir un enfant pour qu'il ait une vie horrible. On doit faire des renoncements. C'est-à-dire qu'à un moment, on va ressentir des choses, puis au bout d'un moment, certaines personnes vont comprendre qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Puis du coup, il y a un peu un point de bascule où on développe une autre vision du monde. Et on se retrouve là tout à coup en décalage avec le monde extérieur ou avec ce qu'on a construit jusqu'ici, ce qu'on a investi. Et ça peut créer en fait une tension intérieure. Puis la personne peut se retrouver dans des dilemmes assez importants. Et ça peut être source d'angoisse, voire d'immobilisme, quand on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour changer son mode de vie. On sent que on a déjà fait pas mal et que aller plus loin sur certaines choses, ça devient très très compliqué. Ça veut dire quitter un système ou vraiment aller plus loin. Donc ça, c'est plus compliqué à faire. L'avenir, on le perçoit négativement, même si on ne sait absolument pas de quoi il sera fait ou comment ça va se passer. Il faut réaliser quand même que tout ce qu'on nous impose, en termes de pollution, en termes de saccage écologique, c'est une violence, c'est une privation des droits. Je suis quelqu'un qui déteste la violence, mais on sent que c'est parfois le seul recours qui va nous rester aussi pour pouvoir changer des choses en fait. On va devoir se servir de cette peur, de cet effroi qui nous arrive, pour trouver du courage et trouver des solutions, mais elles sont floues. Ma peur, c'est de ne pas trouver le courage, en fait. J'ai peur de ne pas arriver à changer. L'important, c'est aussi de se mettre en action, de rebondir, d'essayer J'aime bien parler d'écart entre où j'en suis aujourd'hui et où j'aimerais être demain pour répondre aux enjeux climatiques, et puis essayer de mettre des choses en action. Et puis il y a un autre bout qui me paraît important, c'est aussi d'accepter de vivre avec qui on est et dans la société avec laquelle on est. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué de trouver des solutions pour tous les changements climatiques. Parce que la société, on propose finalement pas beaucoup. J'arrive mieux à me projeter, j'ai encore beaucoup d'inconnus. Il y a une grande partie de mon avenir qui ne dépend pas de moi, mais de nous tous. Ce serait un rêve pour moi de développer un peu l'ergothérapie en écologie pour les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, de solastalgie, pour les personnes qui ont fait des burn-out ou qui ont des problèmes psychologiques. Et ce serait une façon d'amener une partie qui fait du bien à la planète et une partie qui fait du bien à l'humain.
Et je pense que les deux sont indissociables. Voilà, c'est un peu mon rêve. Il faudrait certainement décréter la nature et les animaux comme sacrés. Absolument interdiction de toute chasse, recréer des réserves sauvages et essayer de réensauvager le monde, remettre des endroits où l'homme est banni et où la nature peut reprendre ses droits, reconsidérer ces milliers et milliers de fils qui nous relient aux vivants. Bonjour Michel-Maxime Heger. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sociologue et éco-théologien. Vous êtes aussi responsable du laboratoire de transition intérieure au sein de l'ONG caritative protestante Pain pour le prochain et d'Action de Carême. Vous avez publié beaucoup sur notre rapport à l'écologie et c'est un des thèmes qui figure d'ailleurs dans votre dernier livre, Se libérer du consumérisme, qui paraît ces jours-ci aux éditions Jouvence. Alors j'aimerais avoir votre réaction au témoignage très fort qu'on vient d'entendre dans le reportage. Alors, je pense que ces témoignages sont vraiment très, très représentatifs et disent pratiquement l'essentiel de ce qu'on met sous ce terme de éco-anxiété. On a aussi utilisé dans le reportage le mot solastalgie, c'est-à-dire en fait cet ensemble de ressentis souffrants par rapport à l'état de la planète, par rapport à ce qui se passe. Et alors on a effectivement la peur, on a la tristesse, on a la colère, on a le sentiment d'impuissance, du découragement, de la dépression. Donc c'est vraiment cette espèce de syndrome et qui peut générer des souffrances, qui peut générer des troubles, qui peut générer des formes de détresse psychique. Et je pense que le reportage rend ça de manière très, très touchante à travers ces différentes personnes. Et alors, bon, je dirais que peut-être une petite nuance, c'était quand la personne qui parle de la solastalgie, alors ça c'est une notion qui vient de Glenn Albrecht, un Australien qui l'a en fait développée à partir de 2010, donc en fait c'est pas forcément quelque chose de très nouveau, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui en fait a beaucoup pris d'ampleur ces dernières années pour différentes raisons. Et alors elle parle que c'est plutôt quelque chose du passé. Et alors en fait là il faudrait un petit peu nuancer. La solastalgie effectivement c'est la souffrance par rapport à quelque chose qu'on a perdu, des lieux familiers, environnementaux, mais l'éco-anxiété, donc de rétrospectif, nous amène peut-être quelque chose de plus prospectif, c'est-à-dire une forme de stress, comme on dit, pré-traumatique vers ce qui peut arriver. Donc en fait, il faut vraiment tenir les deux, le passé, le présent et le futur. On va aller dans la définition tout de suite, mais d'abord j'accueille Laure Nouala. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivaine et réalisatrice et vous avez été pendant 15 ans en charge des pages liées à l'environnement au sein du quotidien Libération. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été en première ligne face au déferlement de mauvaises nouvelles du climat, au point d'en avoir été atteinte vous-même, profondément, personnellement. Vous en avez tiré un livre qui s'intitule « Comment rester écolo sans finir dépressif » qui vient de paraître, qui est paru aux éditions Tana. Alors, est-ce que vous voyez des similitudes entre ce que vous avez traversé et les témoignages qu'on a entendus dans le reportage ? Ah mais carrément, c'est comme si c'était mes petits-enfants, mes bébés, mes frères, mes jumeaux, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on est tous semblables dans ce gros merdier qui est l'éco-anxiété. Je suis très touchée par la jeune fille. Mais même, c'est des newcomers, quoi, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des nouveaux arrivants dans le merdier émotionnel que déclenchent tous les problèmes environnementaux, pas que climatiques. Il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, il y a énormément de pollution, la fin des terres arables, l'épuisement des ressources, etc. Moi, je ne vais pas vous faire la liste, mais voilà, ouais, je me sens très proche d'eux et j'ai juste envie de leur dire que ça va bien se passer. Mais vous dites, pourtant vous dites dans votre livre que cette période d'éco-anxiété, c'était comme passer dans le tambour de la machine à laver. Donc quand on est dans ce mouvement-là, on a du mal peut-être à se projeter vers l'avenir. Bah oui, parce qu'il faut que le cycle de lavage aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment laver et se défaire de tous nos habitus de consommation, de regard sur le monde, de rapport au monde. Enfin, qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je peux faire ? C'est des questions qu'on se pose rarement à ce point-là. Enfin, en fait, en gros, le tambour à machine à laver, c'est un tambour existentiel. C'est-à-dire que vous remettez à plat
tout ce que vous savez, tout ce en quoi vous avez cru, ce dans quoi on vous a élevé. Donc en gros, les croyances que tout est possible, just do it, yes we can. Non, on ne peut plus et juste fais-le. Bah non, réfléchis avant parce qu'il y a un impact. Donc en fait, tous nos rêves d'enfants gâtés, pourris du XXe siècle, il faut en faire le deuil. Il a parlé de deuil, c'est complètement ça. Enfin, dans mon bouquin, je parle vachement de l'analogie au cycle du deuil. Donc en 2 minutes, hein, c'est juste, voilà, vous rentrez dans un cycle, vous avez la sidération, la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où ça va plutôt mal se passer. C'est une sidération, vous êtes dans un déni, vous rentrez dans une forme de marchandage, de schizophrénie, vous savez que ça va mal, mais quand même, vous continuez à consommer, vous allez prendre l'avion, vous oubliez quand même, parce que sinon, c'est infernal. Vous êtes dans un jeu vidéo permanent, à bilan carbonisé, à peu près tout ce qu'il y a autour de vous, c'est horrible. Ça provoque les émotions basses dont tout le monde a parlé, la peur, l'impuissance, la colère et la grande, grande, grande douleur. Forcément, psychiquement, on ne tient pas, on tombe en grosse dep. Et c'est là que c'est une bonne nouvelle. Parce que la dépression, pour moi, c'est vraiment l'histoire des gens qui sont en bonne santé, finalement. Ceux qui vont bien dans le monde d'aujourd'hui, ce sont eux les grands malades. Mais c'est-à-dire que finalement, c'est presque plus sain d'être malade dans un système malade que de se sentir normal. Oui, alors après, il y a des protections. Le cerveau se met en phase de déni, bon, voilà, il se protège comme il peut, il ne veut pas avoir les choses en face. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, comme ça, beaucoup de gens sont encore là-dedans. Mais surtout, c'est l'acceptation de la situation et de ce vers quoi elle va nous mener, l'acceptation de notre rôle dans ce bordel et l'acceptation aussi de notre petite impuissance, mais de notre pouvoir à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est la deuxième phase, en fait. Une fois qu'on a bien déprimé, on peut repartir. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ce sentiment-là d'abandon, d'espoir, de culpabilité aussi, Michel-Maxime Heger? Vous parliez tout à l'heure d'un tiraillement entre passé et avenir. Il faut quand même réussir à trouver sa place. Oui, alors en fait, nous, on le voit aussi dans les ateliers qu'on fait. Je pense qu'une des premières choses parce que je ne sais pas si on peut guérir de l'éco-anxiété, je ne sais pas même s'il faut en guérir, mais en fait, on peut la transformer. Et c'est vraiment un chemin existentiel, c'est un chemin de vie pour transformer. Et je pense d'ailleurs que c'est bien que ces émotions restent vivantes en nous, parce que ça indique précisément qu'on est concerné et touché par ce qui est en train de se passer. Mais en fait, il y a un travail de transformation à faire pour ne pas s'enfermer dans ces émotions et être complètement à plat, mais pour pouvoir en faire un moteur pour l'engagement et pour l'action, pour la guérison de la Terre, pour la guérison de l'humanité, la guérison conjointe des deux. Et là, je pense qu'il y a toute une série de pistes qu'on peut explorer, mais je pense que peut-être la première chose, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon un peu le compostage des émotions. C'est-à-dire alors d'une part, de ne pas être tout seul, mais c'est-à-dire de pouvoir trouver un espace avec d'autres, et du coup on se rend compte que c'est tout à fait normal d'avoir ces émotions, que c'est sain, et puis on va pouvoir, en fait, et c'est souvent ça, tu as parlé de déni, en fait on a des mécanismes de défense très subtils qui font qu'on ne veut pas vraiment entrer dans ces émotions, qui ne sont pas faciles à vivre, c'est dit dans le reportage, et donc trouver un espace où on va d'une part pouvoir reconnaître ces émotions, où on va pouvoir les accueillir, où on va pouvoir les exprimer, les partager, et voir que les autres, en fait, vivent à des degrés divers la même chose, donc on se sent solidaire, pour pouvoir les transformer. C'est-à-dire pour pouvoir, en fait, j'aurais envie de dire presque en transfigurer l'énergie. Et en fait, là, tout à coup, on découvre que derrière cette tristesse immense qui m'accable par rapport à la Terre, mais si je suis triste, c'est que je l'aime, cette Terre. Si je suis en colère, ce qui est juste, c'est que j'ai en moi un sentiment d'injustice par rapport à ce qui est en train de se passer. Peut-être que si je suis impuissant, c'est peut-être aussi, d'abord retrouver une forme d'humilité, puis ça recrée un espace pour un autre possible. Et puis, si j'ai peur, il y a un travail à faire sur cette peur. Et en fait, on se rend compte, et là, il y a des ateliers pour ça, il y a des espaces pour ça, des espaces de parole. Il faut pouvoir mettre des mots sur nos mots. Et là, en fait, mais c'est un long processus, c'est un chemin de vie. En fait, il y a cette transformation, retournement des énergies qui, du coup, vont nourrir l'action et l'engagement. Mais Michel-Maxime Heger, vous êtes aussi théologien, éco-théologien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de croyance, peut-être de foi, qu'il faut retrouver, qu'il faut avoir en l'avenir, en la planète, en soi, dans les autres? Alors là, je peux parler que pour moi, par rapport... Parce que moi, si vous voulez, je fais une différence entre l'avenir et le futur.
Alors je pense que le futur, franchement, c'est très très mal barré. Et le futur... On appelle ça le futur. Voilà, le futur. Parce que c'est foutu. Voilà. C'est-à-dire que le futur, c'est ce qui sera à partir de ce qui est. Et c'est vrai que si on regarde tous les rapports dont on a parlé, puis qu'on tire les courbes, et puis on sait que ces courbes, elles ne sont pas juste des fantasmes, mais qu'elles reposent sur des faits scientifiques, c'est vrai qu'on ne va pas vers quelque chose qui va être facile et qui est très réjouissant. Alors l'avenir, c'est là du coup peut-être, alors là je peux parler que pour moi où il y a cette dimension de foi et de spiritualité, l'avenir, c'est pour moi ce qui sera à partir de ce qui sera et qui va advenir. Et c'est ce qui m'aide, moi, à danser avec l'incertitude, pour reprendre l'expression de Joanna Macy. Et s'il y a incertitude, c'est-à-dire qu'il y a encore une fenêtre de possible, et dans ce possible, eh bien, il peut y avoir de l'inespéré, de l'inattendu, quelque chose qui a à voir peut-être avec cette action du souffle, de l'esprit, du divin, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qui peut, à partir du moment où nous nous y ouvrons et nous collaborons avec ça, peut-être faire que des choses basculent, et on sait qu'il n'y a pas besoin que 100% de la population se transforme pour qu'un système puisse basculer. Moi, je crois que souterrainement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors nous voilà, Michel Maxime-Heger disait poétiquement « danser avec l'incertitude ». Vous, dans le livre, vous avez une phrase que j'ai adorée. Vous dites « l'éco-anxiété, c'est comme le renard du Petit Prince. Ça ne se soigne pas, ça s'apprivoise ». C'est aussi quelque chose avec lequel il faut savoir composer. Oui, puisque c'est notre réalité, c'est le décor dans lequel nous vivons, les conditions de vie sur Terre, celles qui nous ont permis de sortir de nos grottes il y a 10 000 ans, nous sédentariser et d'aller sur la Lune. Elles étaient stables, ces conditions de vie. Pendant plus de 10 000 ans, on avait une température moyenne à la surface de la Terre de 15 degrés. C'est en train de basculer. Donc, il faut se prendre ça en regardant les yeux ouverts. Certes, danser avec l'incertitude, mais aussi danser avec certaines certitudes. Lesquelles, par exemple ? Celle qu'il va faire très chaud, de plus en plus chaud, que les épisodes caniculaires vont se multiplier, que la production agricole risque de baisser, que l'effondrement de la biodiversité, ça aura des conséquences, ça a déjà des conséquences. C'est pas juste des hérissons qui vont disparaître et des trucs qu'on aimait bien dans l'enfance, c'est vraiment des espèces de toiles de la vie qui est en train d'être un petit peu trouées, percées ici ou là. Et puis on a des sociétés humaines ultra complexes, ultra technologiques, très gourmandes en énergie. Que va-t-il advenir de ces demandes en énergie sans cesse croissantes avec une population qui augmente de 86 millions de personnes chaque année. Donc on a un tableau comme ça qui est le décor dans lequel on est, qui est effrayant. Mais il a raison, au milieu de tout ça, il y a des incertitudes, il y a un surgissement possible. Voilà. Mais bon, moi tout ça, je fais une analogie très claire. C'est-à-dire, je sais que je vais mourir, c'est pas un scoop, tout le monde va mourir à la fin de cette existence. Ça ne nous empêche pas de vivre, de danser, de nous reproduire, d'aimer, de se faire larguer, de vivre, quoi. Voilà. Et ça ne vous empêche pas, et l'un et l'autre, d'agir. Parmi les actions que vous prenez, on va en parler, mais parmi celles-ci, il y a YouTube, cette chaîne de vidéos. En 2011, Laure Nouala, vous avez lancé un personnage qui s'appelle Bridget Kyoto. C'est féroce, c'est drôle, et je vous propose qu'on regarde à quoi ça ressemble. Bonjour, des études le prouvent, de plus en plus de gens dépriment à cause de l'effondrement qui vient. Sous prétexte que l'humanité est condamnée, certains se croient même autorisés à foutre la mauvaise ambiance. Bah oui, on va tous mourir et alors ? C'est une bonne raison pour tirer la gueule peut-être ? Il faut relativiser, il y a toujours pire que soi. Regardez Éric Zemmour. Franchement, c'est quoi le souci ? Vous avez peur pour la planète ? Ça va, une de perdue, 10 de retrouvée. Des planètes, il y en a plein l'univers, faut pas s'attacher. Faut pas être matérialiste comme ça, soyez un peu cosmique, merde. Faut pas rester bloqué sur les petits problèmes matériels mesquins. La petite bagnole, le petit boulot, la petite planète. Faut prendre un peu de hauteur, les gens, quoi. Je sais pas, moi, voyez plus haut. Faites de la poésie, le monde des idées, l'albatros, la planète, la biodiversité. C'est que du matos. C'est des objets, ça se remplace. Cherchez pas, hein. C'est pas la catastrophe écologique qui vous tue. C'est la mesquinerie. Merci. Alors Laure Nouala, l'humour grinçant, l'humour noir,
c'est aussi une façon de désamorcer l'anxiété et aussi de communiquer avec les autres. Alors ça vient de ma personnalité. Oui, l'humour est un mode de communication très important pour moi parce qu'il permet de distancer, vraiment de prendre de la hauteur, de tourner en dérision. Tout ça n'est qu'une vaste blague. Enfin, je veux dire, on a la seule planète connue dans l'univers où il y a de la vie, du chocolat, des bières, enfin ce que vous voulez, mais on est quand même une force démente qui est capable de modifier sa trajectoire géologique, géophysique. Enfin, c'est quand même super drôle dans le fond. Et super triste. Mais non, mais quand je dis que c'est drôle, c'est que c'est ironique. Voilà, l'ironie, je la comprends, mais est-ce qu'elle n'empêche pas de passer à l'action? Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez même changé de vie, vous racontez dans le livre que vous êtes parti vous installer à la campagne. Donc cette ironie-là, cette distance-là, ça n'empêche pas d'agir? Alors, ça dépend des personnes. Enfin, on rigole pas tous des mêmes blagues et l'ironie peut être mordante et voire virer dans le cynisme, quoi. Mais là, en l'occurrence, l'action, si vous voulez, enfin, je cite Goethe qui dit que quoi que vous croyiez, quoi que vous fassiez, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. C'est magique de se retrouver à plusieurs, parce que agir tout seul, c'est sympa. Mais c'est magique de se retrouver à plusieurs, de s'encastrer dans de la politique. Je sais pas, moi j'ai un verger, on a ramassé des pommes, et des pommes, il y a 300 kilos de pommes, faut les transformer, les 300 kilos de pommes. Je vous assure, c'est pas rigolo. Donc autant être 15 à faire des compotes pour tout l'hiver, des tartes, je ne sais quoi. Ça, c'est assez magique. Ça donne aussi de la grâce d'agir, parce que c'est assez digne d'agir quand on pense que tout est foutu ou quand on sait que ça va mal se passer ou que ça va pas être une partie de plaisir. C'est quelque chose d'assez de l'ordre de la dignité, quoi. Donc c'est gracieux. Et le pouvoir, parce que l'action nous permet de nous réencastrer dans le politique au sens large du terme et d'agir. Alors on peut faire des choses à titre individuel, c'est sûr, mais ça compte que pour 25% du problème. C'est un système entier qui a dézingué, donc je vais pas le nommer capitalisme si on veut, mais capitalocène si on veut. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à démonter pour qu'on puisse vivre en harmonie avec ce vivant, y compris à 8 milliards d'individus. Donc ça, c'est vraiment un retournement. Je note en fait cette idée de faire des petits pas, d'agir localement pour essayer de changer les choses, localement et collectivement, bien sûr. Mais Michel Maximéguer, on l'a entendu aussi dans ce reportage-là, il y a la tentation, la tentation de la violence qui est effleurée dans ces témoignages qu'on vient d'entendre dans le reportage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça quand on a envie de tout casser ? Bon, là, effectivement, moi je rencontre ça aussi, il y a un moment donné, parce qu'il y a une telle violence finalement de ce système qui détruit la planète. Et puis il peut y avoir ce sentiment d'impuissance, et puis il peut y avoir cette colère qui gronde, et effectivement la tentation de passer à l'acte d'une manière violente. Alors, moi, je suis d'avis, je suis fondamentalement non violent, et je ne pense pas que la violence résout quoi que ce soit. Donc, de nouveau, il y a ce travail dont j'ai parlé, d'alchimie, pour essayer de transformer ça que vous faites dans des ateliers. Qu'on fait dans les ateliers. Et alors, j'aimerais quand même dire par rapport à cette action, parce que là, on a plutôt des exemples d'actions qui restent effectivement plutôt individuelles. Tu parles beaucoup d'actions collectives. Il y a aujourd'hui quand même, alors ça n'a pas encore d'impact systémique, mais toute cette dynamique de la transition, avec ces initiatives très novatrices pour une nouvelle manière d'être et de vivre ensemble dans tous les domaines, et qui sont justement des dynamiques collectives, où on ne fait pas juste ces éco-gestes dans son coin, mais on est vraiment dans ces dynamiques collectives. Alors, on me dit toujours, mais en fait, est-ce que ça va véritablement changer les choses ? Alors moi, je dis toujours, en fait, je ne pense pas, et quand on parle de fin du monde, pour moi, il n'y a pas la fin du monde, il y a la fin d'un monde, il y a la fin d'un type de société, d'un mode de développement. Ça, à l'évidence, ça va s'effondrer. Mais moi, j'aurais envie de dire, et sans doute que toutes ces initiatives ne vont pas empêcher cet effondrement, mais que d'une certaine manière, on est en train de préparer l'après. Et ça fait sens, parce qu'on est en train de montrer qu'il y a une autre manière de se relier à la nature, beaucoup plus profonde, une autre manière de vivre, une autre manière de décider, une autre manière de vivre le pouvoir, une autre manière d'habiter, d'éduquer, etc. Et on voit que ça marche localement. Pour le moment, ça n'a pas cette dynamique suffisante pour que ça puisse vraiment empêcher l'effondrement, mais ça prépare les bases pour, quand on aura à se relever, une fois que les choses se seront effondrées, sachant que ces effondrements seront quand même progressifs et qu'il ne va pas y avoir une espèce d'effondrement massif. Donc il y a quand même un tout petit peu de temps, et puis une marche, et puis il faut y aller là-dedans. Enfin, je veux dire,
Tout ça dans un monde qui va changer. Voilà. Et les techniques qu'on a aujourd'hui pour faire pousser du blé, etc., seront-elles valables demain en quantité suffisante? Toutes ces interrogations-là, c'est ça qui est super excitant finalement. Tout ça se compare pas, hein, ça s'additionne en fait. Il y a écologie intérieure, les petits gestes, écologie politique, s'encastrer dans... Je sais pas, ceux qui nous regardent vont demain voir les maires, les bourgmestres, les cantons, pour s'inscrire dans un mouvement, ne pas rester seul, on l'a dit, c'est absolument fondamental. Voilà. Mais en tout cas, je retiens que l'espoir est permis et qu'il faut agir localement. Pas l'espoir, l'espérance. L'espérance. Et puis juste un mot essentiel, le mot imaginaire. Changer d'imaginaire. Alors, on va changer d'imaginaire et il nous faut conclure. Je vous remercie infiniment à tous les deux d'avoir été là. Quant à vous, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch.